Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi d'être ici. Bonjour pour ce 6e numéro d'Expérience Vendée, une émission qui va se dérouler avec des invités. Vous allez le voir, je vais vous les présenter. Déjà, merci à vous de nous suivre sur Internet, sur Vendée Live. Merci au public d'être présent ici sur le village du Vendée Globe. Bonjour, vous êtes en forme? Ah, ça fait plaisir. Et donc, merci à mes invités d'être présents. On va vous parler de la Vendée au fil de l'eau et des trésors du département, avec notamment Luc André, qui est directeur de la route du sel à Salertaine. Bonjour Luc. Sylvain Aubert, qui est gérant de l'embarcadère de l'Autise. Bonjour. Ça, c'est dans le Marais Poitevin. On a Michael Rouleau, qui est avec nous aussi, propriétaire de la distillerie Mignot. Et puis, on a également Thomas Leclerc, directeur des Salines, ici au Sable d'Olonne, juste un local de l'étape. Avec nous, Simon aussi, le chef là-bas, qu'on verra tout à l'heure. Salut Simon. Pour le moment, on va accueillir notre invité d'honneur, puisque le Vendée Globe, chaque émission, en tout cas d'Expérience Vendée, met à l'honneur un skipper. Et aujourd'hui, c'est Benjamin Dutreux qui est avec nous. Benjamin, tu peux nous rejoindre? Où il est? Ah. Ça va Benjamin? Bienvenue, merci d'être avec nous. À 2 semaines du départ de ton second Vendée Globe, c'est ta 2e édition sur l'IMOCA Guyot Environnement Water Family. Dans quel état d'esprit tu es? Quel est le sentiment qui prédomine? C'est l'anxiété, l'angoisse, la pression, au contraire l'impatience? Bonjour à tous, bonjour Jérôme. Oui, il y a un peu de tout ça, c'est sûr. Après, pour l'instant, on se met la pression pour bien accueillir nos partenaires là sur le village. On a la chance d'avoir vécu une première semaine de village super intense et avec beaucoup de monde, donc c'était quelque chose d'assez incroyable à vivre. Et voilà, pour l'instant, écoute, j'ai pas trop le temps de me mettre la pression. Je pense que la pression va monter quand on va regarder les fichiers météo la dernière semaine. Mais voilà, pour l'instant, j'essaie de donner un maximum de mon temps pour être présent sur le village et pour être présent avec mes partenaires qui viennent nous rejoindre chaque jour pour aller voir les pontons, voir les bateaux, etc. Et je suis assez content parce qu'ils sont tous subjugués de voir tout ce monde et ce beau plateau de 40 bateaux ici. Exactement, c'est un record cette année, 40 skippers pendant le départ. Et 6 femmes, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est déjà une édition unique en soi. Merci d'être avec nous, de nous accorder de ton temps. Alors je vais te présenter brièvement et ton parcours de skipper notamment. Donc tu as 34 ans, tu es né près de Lille. Une terre de marins s'il en est, on peut le dire. Enfant, tu passes tes vacances non loin d'ici, à l'Île-Dieu, où ta famille finira par s'installer alors que tu as à peu près 9 ans, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, 8 ans à peu près. Je me rappelle plus vraiment l'âge, mais je devais être en CE1, quoi. Alors à 12 ans, tu t'inscris au cercle nautique de Fromentine, en face de Noirmoutier, où là tu découvres le catamaran de sport. Et dès 16 ans, tu es sélectionné en équipe de France jeune. Et seulement à 18 ans, ça c'est quand même déjà un beau moment de ta carrière, avec ta coéquipière Elodie Villemart, vous devenez champion du monde de catamaran en SL16. Alors je ne sais pas vraiment ce que c'est SL16, mais champion du monde, en tout cas ça parle à chacun d'entre nous. Et en 2014, tu remportes les sélections de la Team Vendée Formation, avec laquelle tu vas parfaire ton expérience de la course au large. En 2019, tu rachètes l'IMOCA, un ancien IMOCA, une génération antérieure, et malgré un budget serré, tu prends le départ de ton premier Vendée Globe, c'était il y a 4 ans, et tu termineras 9e sur 33. On peut dire que tu étais la révélation, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de Benjamin, la révélation de cette édition-là. Je pense qu'on peut applaudir déjà ton parcours. Hein. Merci beaucoup. Alors, on a parlé de l'Île-Dieu déjà. Est-ce que c'est là-bas que tu as découvert ta passion pour la voile? Comment c'est né d'ailleurs? Oui, clairement, au plus grand désarroi de mon père, du coup, ma famille était originaire du nord de la France, mais ma grand-mère habitait déjà sur l'Île-Dieu depuis une 40aine d'années. C'est pour ça qu'on allait chez elle en vacances, souvent les étés. Et au plus grand désarroi de mon père, qui voulait me poser le cul sur un karting depuis que j'étais depuis le plus jeune âge. Et finalement, on est arrivé sur l'Île-Dieu, et du coup, c'est plutôt les fesses sur un bateau que j'ai commencé à devenir un pilote finalement, mais pas celui dont il aurait rêvé peut-être, mais en tout cas moi je me suis éclaté à diriger des bateaux de plus en plus rapides, de plus en plus dingues, et aujourd'hui d'arriver sur un IMOCA foil qui n'est pas de toute dernière génération, mais qu'on essaie de continuer à faire évoluer, et pour moi c'est quelque chose d'assez dingue de vivre ça aujourd'hui, quoi. Pourquoi la compétition? Qu'est-ce qui t'a amené à la compétition? On peut faire de la voile pour son plaisir. Pourquoi avoir envie de challenger comme ça? Écoute, j'ai pas vraiment toutes les réponses à ça. Ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours été très compétiteur. Donc voilà, je pense que
Je pense que pour moi, j'ai du mal à faire du sport sans la compétition, sans ce qui va avec. Par exemple, tu vois, faire une course comme le Vendée Globe, sans faire une course comme le Vendée Globe sans l'aspect compétition, je pense que j'aurais du mal à gérer ma solitude, etc. Moi, je suis quelqu'un voilà, qui aime bien voir du monde. Donc, c'est vrai qu'un Vendée Globe, c'est quand même une course qui fait qu'on peut être facilement tout seul. Mais au final, on n'est pas tout seul. Là, on va être 40 concurrents. Et donc, on est là pour se tirer la bourse et la course. Et je pense que c'est ça qui me stimule. Et du coup, voilà, je pense que je suis arrivé à la compétition tout naturellement parce que quand j'étais gamin, j'ai pu découvrir plein de sports. Je participais à tous les sports qui peuvent exister. J'adore ça. On m'a dit que tu étais très bon à pelote basque notamment. Alors la pelote basque, j'ai pas trop eu l'occasion de découvrir malheureusement. On m'a dit des bêtises. mais écoute, non, du coup, à chaque fois, ce qui me passionne, c'est plutôt l'aspect compétition dans chaque sport auquel j'ai participé. Et je pense que quand j'ai commencé la voile, j'ai découvert autre chose que juste un sport et juste la compétition. Il y a vraiment tout cet aspect, diriger un bateau, maîtriser un bateau et faire avec les éléments aussi. Ouais. Et ce moyen d'essayer de s'adapter au quotidien, parce que être en mer, c'est s'adapter tout le temps. Et voilà, j'ai eu un petit coup de cœur, un petit plus pour la voile, donc je suis parti dans cette direction-là. On en est ravis parce que tu nous offres de belles émotions depuis que tu fais de la compétition. Tu es un marin impliqué aussi dans l'éducation à l'environnement. D'ailleurs, tes sponsors en attestent. Hein. Raconte-nous un peu l'importance de cet engagement pour toi. Écoute, je vais raconter la petite histoire parce que je vais te raconter comment cette importance est venue, en tout cas dans ma tête. Après, donc comme tu l'as dit, j'étais au Team Vendée Formation à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Après 2 années accompagné par ce centre de formation, il a fallu que je vole de mes propres ailes en Figaro et que je trouve des sponsors. C'était pas forcément une chose facile au début quand on commence et qu'on n'est pas encore un marin professionnel et aguerri et reconnu. Donc, voilà, je cherchais des sponsors, mais le nom de mon bateau, c'était un peu une page blanche pour moi faire les premières courses. Et en tant qu'entrepreneur, j'avais acheté ce bateau-là et il fallait que je le fasse fonctionner. Et en même temps, il y avait une course de stand-up paddle sur la Garonne à côté de Bordeaux et je suis allé participer là-bas. Et j'ai rencontré des animateurs qui étaient en train sur le stand à l'époque, la Water Family s'appelait du flocon à la vague. D'accord. Et en gros, je les voyais avec les enfants et puis je me suis dit, tiens, je vais écouter quand même d'une oreille ce qu'ils disent. Et en fait, je me suis rendu compte que moi-même, en tant qu'adulte, je n'étais pas sensibilisé et je ne connaissais pas ce dont il parlait. Donc, c'est-à-dire de combien de litres d'eau il va falloir pour produire un gin, combien de litres d'eau il faut pour faire un kilo de bœuf, combien de litres d'eau il faut pour... ainsi de suite. Parce qu'en fait, l'eau, elle est partout. L'eau, c'est la vie. Et en fait, j'ai appris ça. Et depuis ce moment-là, je me suis dit, c'est dingue qu'on apprenne ça aux enfants et que nous, les adultes, on ne soit pas au courant. Et donc, j'ai commencé à appeler mon bateau... Water Family, enfin du moins du flocon à la vague au début, et ensuite c'est devenu Water Family, un nom un peu plus grand public pour l'association. Et du coup, nous maintenant on les accompagne et on les aide pour qu'ils aillent intervenir auprès d'un maximum d'enfants partout en France et dans le monde sur The Ocean Race l'année dernière. Et donc voilà, c'est un projet qui me tient à cœur. D'accord. Juste brièvement, tu avais donc un ancienne génération, un IMOCA ancienne génération pour ta première course. Là, tu as un foiler. Est-ce que ça va changer ta façon de naviguer? J'imagine que oui. Je ne suis pas un spécialiste, je ne dois pas être le seul d'ailleurs. Est-ce que surtout les performances vont être plus importantes, meilleures? Oui, c'est sûr que les performances de ces bateaux-là ont quand même... Nos amis là-bas. Faut que je regarde là-bas. Oui, bien sûr, les performances des bateaux ont quand même énormément évolué. Par exemple, nous, ça fait 2 ans et demi qu'on a récupéré ce bateau et depuis 2 ans et demi, on n'a fait que découvrir des choses et il a fallu que toute l'équipe monte en compétence pour pouvoir contrôler et diriger ce bateau. Parce que le bateau va beaucoup plus vite, il y a beaucoup plus de technologie, les contraintes sont beaucoup plus importantes. Et donc ça demande une maîtrise pour le marin, pour moi en tant que marin, mais ça demande aussi une maîtrise pour toute l'équipe de manière générale. Parce que nous on est 12 personnes à l'année à préparer ce projet. Et un bateau qui évolue comme ça demande aussi des spécificités, des expertises de techniciens. Et donc voilà, il a fallu qu'on découvre cette nouvelle génération de bateaux, qu'on arrive à vivre avec et à le faire évoluer aussi. Parce que là, on l'a vu, il y a 13 bateaux neufs sur ce Vendée Globe-là, ce qui est assez dingue. Et donc, les bateaux font sans cesse que évoluer. Ouais. Les équipes sont de plus en plus prêtes. Et donc, voilà, ça devient de plus en plus élitiste, professionnel. Et donc, voilà, il faut essayer de rester au meilleur niveau. Donc, nous, quand on a racheté ce bateau-là, forcément, on a eu la volonté de rester au meilleur niveau et s'adapter à comprendre ce qu'est un bateau à foil et s'adapter aux difficultés, tous les capteurs qu'on peut avoir à bord, etc. C'est vraiment une autre dimension, quoi.
Merci pour ces précisions. Alors, on va évidemment te retrouver tout au cours de l'émission, mais déjà, on est derrière toi, sache-le. Alors, vous allez pouvoir participer à un quiz tout à l'heure, vous qui nous regardez chez vous, mais surtout le public qui est présent aujourd'hui. On vous a, je crois, donné un petit flyer que vous allez pouvoir scanner. Vous avez un QR code, vous allez pouvoir participer et répondre aux questions qu'on va vous poser. Il y a de très nombreux lots et il y a vraiment une dotation très importante aujourd'hui. Il n'y a pas de foiler, il n'y a pas de voilier, hein, puisque Benjamin souhaite le garder, il en aura besoin dans 2 semaines. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de belles choses vous attendent. Et pour le moment, on va commencer par notre... Tu peux participer, mais tu me le diras dans le creux de l'oreille. On va pouvoir commencer une première séquence et parler avec nos invités de leurs activités. Alors la Vendée offre évidemment beaucoup de sites à visiter, d'activités à pratiquer, de spécialités à déguster. On le verra tout à l'heure avec Simon Bessonnet qui nous prépare un plat, notre chef étoilé du jour, une bonne petite recette. Qu'est-ce que tu nous prépares d'ailleurs, Simon? Un travail autour de la moule de l'aiguillon. D'accord. Moule pomme de terre. Je pense que c'est des produits très bien. Typiques. Ouais, ça paraît simple, mais par un chef étoilé, ce sera forcément un peu plus élaboré. Donc on te retrouve tout à l'heure. À présent, nos invités bien nous présenter leur activité, l'environnement dans lequel ils évoluent, souvent assez unique. Je vais commencer par toi, Luc. Depuis 15 ans, tu es gérant de la route du sel à Salertaine, donc dans les divers lieux du Marais breton vendéen, et originaire de Lorraine. Alors tu es venu ici pour apprendre le métier de charpentier de marine au départ. Comment tu t'es retrouvé dans cette aventure ? Charpentier de navire, c'est un métier qui a perdu un peu de sa superbe en Vendée au moment où les gros chantiers, où Beneteau commence à construire des bateaux de pêche pro en résine, en stratifié. Et c'est un moment où j'avais déjà découvert en Vendée le char à voile, qui a été ma deuxième séquence de vie pendant 20 ans. Et une troisième séquence sur l'eau, dans les marais, en canoë. C'est bien, c'est bon. D'accord. Être sur l'eau, c'est aussi une de tes passions. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement l'histoire de ce marais breton vendéen ? Marais breton vendéen, c'est en fait 2 anciennes baies maritimes. C'est aujourd'hui un immense terrain, c'est 45 000 hectares, avec 7 000 km de canaux. Ces baies ont été petit à petit envasées, elles ont été poldérisées, et c'est un monde absolument incroyable. Tout est classé Natura 2000, Ramsar, les zones humides, la Convention internationale des zones humides, et c'est un terrain de jeu absolument incroyable. Dans ce marais, quelques îles, des rochers qui Donc là, dépassent. les caractéristiques justement de ce marais par rapport au marais poitevin qui est totalement différent? Alors, c'est des générations de marais qui sont de la même époque. Okay. Ils ont été formés à la même époque, mais effectivement, la façon de le vivre, de l'exploiter, a évolué de façon différente entre le marais poitevin et le marais breton vendéen. Alors, que propose la route du sel à ses visiteurs? C'est vraiment l'idée d'aller découvrir les lieux, découvrir l'histoire, faire un peu d'éducation à l'environnement. Je pense qu'on est complètement sur le même plan. Ça veut dire comprendre d'où on vient, comprendre ce qui est en train de se passer, comprendre tous les enjeux sur la gestion de l'eau, la préservation, la restauration de la biodiversité. Le marais est très actif là-dessus. Le zonage Natura 2000 permet vraiment d'avoir un partage entre les différents usages et de pouvoir travailler collectivement entre le monde agricole, les chasseurs, le tourisme, pour effectivement, et les élus évidemment, pour effectivement faire évoluer au mieux ces territoires et dans le sens d'une préservation de la biodiversité. D'accord, je voyais sur les images que tu proposes différents types de déplacements sur l'eau. Quels sont-ils ? Alors, il y a des petits canoës, 2, 3, 4 places, qui sont des canoës de randonnée, donc on embarque, on débarque sec. On a aussi des canobus, qui sont des bateaux un peu extraordinaires. Ce sont des grands canoës. Ça permet d'embarquer des personnes à mobilité réduite, voire très réduite, des seniors, de faire du transgénérationnel. Très inclusif. Voilà. C'est une autre façon de découvrir, tout à fait sécurisée, mais qui permet vraiment d'être très inclusif, justement, de pouvoir se dire, mais c'est tous ensemble, on n'exclut pas, on est capable de faire la nature est à ensemble. tout le monde, si on peut tous en profiter, bien évidemment. Tu t'es lancé dans cette aventure comment? Parce que, bon, charpentier de marine, en effet, on a un rapport à l'eau, mais là, c'est une aventure de chef d'entreprise. Alors oui, c'est une aventure de chef d'entreprise. Mon expérience précédente était de diriger une entreprise associative à Notre-Dame-de-Mont, un pôle nautique
pluriactivité. Là, passer dans la version entreprise, ça met en place une autre dynamique, puisque ça demande effectivement de générer l'ensemble de ses ressources. Mais d'être passé en entreprise, ça ne nous a pas empêché de quand même créer une association en parallèle, parce que accueillir de façon inclusive, accueillir des publics dont les difficultés sociales sont marquées, accueillir des personnes handicapées, des porteuses de handicap, tout ça, c'est plus facile de le faire en association. Donc en réalité, on a une double structure sur Salertaine, une dédiée au tourisme et l'autre dédiée à l'enfance-jeunesse, à l'inclusion, à l'éducation. Bravo pour cette démarche, on peut l'applaudir. La route du sel à Salertaine. Alors à présent, on va parler avec toi, Sylvain. Tu es gérant de l'embarcadère de l'Autise à Saint-Sigismond. Donc tu es né à Fontenay-le-Comte, mais tu as grandi dans le Marais, si j'ai bien compris, dans le Marais Poitevin, celui-ci. Tu aimais et tu aimes toujours, je pense, te déplacer à pied, en vélo, mais en barque, et évidemment. Tu as été d'ailleurs, je crois, guide sur les barques les étés pour te faire un petit peu d'argent de poche. Et en 2023, avec Pauline, ta compagne, eh bien, vous reprenez la gestion de cet embarcadère sur l'Autise. Raconte-moi d'abord ce lieu. Qu'est-ce qu'on peut y voir et qu'est-ce qu'on peut y faire ? Alors, c'est un embarcadère traditionnel du Marais Poitevin, comme il peut y en avoir d'autres également. Nous, on est, je pense, un des plus petits embarcadères de la Venise verte. Ce qu'on peut y voir, c'est un marais authentique, un marais sauvage, avec beaucoup de variétés d'arbres. On a vraiment énormément d'espèces. C'est également de l'observation d'oiseaux, des animaux. C'est quelque chose de très sensoriel. On a vraiment une immersion dans un milieu qui est vraiment authentique, calme, préservé, où on a vraiment en fait tout le travail de la vue, de l'odorat, avec tout ce qu'il peut y avoir, les feuilles mortes, le bruit du vent dans les feuilles, etc., etc. C'est vraiment une immersion dans un milieu qui est très très chouette. Oui, c'est l'environnement végétal aussi. Exactement. Beaucoup plus que dans le Marais breton-vendéen d'ailleurs. C'est un marais que je connais, je suis de Sévrien, donc je connais bien cet endroit-là. Avec Pauline, vous êtes aussi acteur et initiateur d'un tourisme durable. On en parlait à l'instant avec Luc. Explique-moi en quoi ça consiste et votre démarche concrètement, quelle est-elle ? Alors, oui, effectivement, en tant que gestionnaire d'embarcadère, on a aussi un rôle, nous, au niveau de l'environnement. On utilise le Marais Poitevin, on utilise les canaux pour notre travail, mais c'est également finalement un travail de nettoyage et d'entretien de tous ces canaux. Oui. On a une multitude de canaux sur le Marais Poitevin qui ne sont pas forcément toujours bien entretenus, parce que le mode d'utilisation de ce marais, pour rappeler, le marais il a été construit pour l'homme, pour les besoins de l'homme à un moment donné. Les besoins, ils évoluent. L'utilité qu'on en a évolue lui aussi. Les agriculteurs mettent plus forcément des vaches dans les bateaux, bien que ça existe encore, mais vraiment avec parcimonie. Aujourd'hui, ce qui utilise le Marais Poitevin, ce qui utilise les canaux, c'est le tourisme, c'est la batellerie. Et c'est vrai que c'est très important. Nous, aujourd'hui, on entretient un petit peu plus de 12 km de voies d'eau sur le Marais Poitevin. C'est pas grand-chose à l'échelle du Marais Poitevin entier, mais ça permet de pouvoir circuler sur des voies d'eau et de pouvoir les entretenir. Et je crois, et je vous félicite pour ça, que vous reversez une partie aussi des prestations que vous percevez pour pouvoir financer, par exemple, l'entretien des arbres. On a un partenariat avec le parc naturel du Marais Poitevin et la Fondation du patrimoine. Effectivement, pour chaque départ en barque non guidée, donc là c'est quand les personnes partent librement dans le marais pour aller découvrir ce milieu, on reverse une petite cotisation à la Fondation du patrimoine, et cette somme est ensuite réutilisée pour la plantation des arbres qui bordent les canaux dans le Marais Poitevin, traditionnellement des frênes têtards, qui sont de plus en plus malades et qui finissent par mourir à cause de la calarose, une maladie, un petit champignon. Donc potentiellement le visage du Marais Poitevin va changer dans les prochaines années. L'idée c'est de pouvoir anticiper tout ça en replantant des nouvelles essences pour remplacer ces bons vieux frênes têtards. Eh bien merci au nom du Marais alors. On peut t'applaudir. À présent c'est Michael Rouleau qui va nous présenter, nous parler de sa distillerie, la distillerie Vrignot, qui est une institution en Vendée. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu son histoire ? Son histoire, c'est simple, elle a commencé en 1812, elle a été créée à Luçon, berceau de cette entreprise, par Henri-Aimé Vrignot, qui l'a fortement développé sur certains produits emblématiques. Le Camoc en est un particulier, tout le monde le connaît. Je peux vous donner un petit secret, il est fait à partir de café, incroyable, voilà. Et avec 2-3 petites choses dedans. Et puis surtout, on a aussi poussé à développer tout un tas de produits autres. Le délice de caramel, la mantilla, mais toujours en essayant de mettre en avant une plante, une épice locale.
pour toujours avoir ce sentiment vendéen derrière nous. Voilà. Alors c'est vrai que le Cammock, les Vendéens connaissent tous. Hein. Vous connaissez ici? Beaucoup d'entre vous le connaissent? Oui, oh, les amateurs, amatrices d'ailleurs. Explique-nous juste en quelques mots, quelle est l'histoire de cette liqueur? Alors c'est une des trois premières liqueurs qui a été développée à l'époque. Hein. Il s'appelait d'ailleurs le café liqueur à l'époque. C'est ni plus ni moins que 3 arabicas qu'on va moudre. Alors pour vous donner 2-3 chiffres, c'est un lot de Cammock, c'est 900 kg de café qu'on va entièrement moudre, voilà, et qu'on va faire macérer. Donc c'est du concentré, quoi. Voilà, avec 2-3 petites choses comme je disais tout à l'heure. Et puis on va laisser faire vieillir ce Cammock pendant au moins 3 ans dans des foudres. Et ensuite, on va pouvoir le mettre en bouteille, tout simplement. Les foudres, ce sont ces immenses fûts de bois. D'accord. Voilà. Donc c'est une des spécialités. Quelles sont les autres brièvement? Eh ben, les autres spécialités, ce que je vous disais tout à l'heure, un produit emblématique, on en parlait avec Sylvain tout à l'heure, la Mantilla. Voilà, c'est un alcool de menthe qui est apprécié, peu sucré. Hein, c'est un effort qu'on essaye de faire au quotidien sur l'ensemble de nos produits, c'est de diminuer au maximum les sucres et de développer toute la partie aromatique. Et puis il y a d'autres petites liqueurs locales. La Richelieu est une autre liqueur à base de poire William, voilà, qui est très aromatique, très agréable, également en fin de repas. Hein. Donc pas mal de liqueurs à base de fruits quand même, on va dire la base même de toute distillerie. C'est ça, bon, c'est ça. Alors évidemment, hein, ces produits sont délicieux, mais ces produits sont à consommer avec modération, ça va sans dire. Merci Sylvain. Et on va à présent terminer avec Thomas qui va nous parler de son site des Salines, donc juste à côté, au Sable d'Olonne. Qu'est-ce qui nous attend lorsqu'on vient visiter le parc Aventure du Sel? Alors, aux Salines, donc on est avant tout producteur récoltant et on vend notre sel sur un parc de 10 hectares avec une 50aine d'aires salants en fonctionnement. On a créé tout autour du sel ce qu'on appelle le parc d'aventure du sel, où on peut venir découvrir le sel depuis la fabrication du sel depuis les Gaulois jusqu'à aujourd'hui, mais aussi exactement. Mais aussi tout l'écosystème du marais, la faune du marais, les poissons, les oiseaux. On a un observatoire aux oiseaux, la flore bien sûr. Et on a 2 bateaux qui permettent de faire la visite du marais salé, donc 2 bateaux de 50 places, des bateaux à fond plat qui ne ressemblent pas aux IMOCA, tout à fait. Une balade d'1 heure à travers le marais. Et le point d'orgue, en fait, c'est le rassemblement autour de notre saunier qui va expliquer son métier à nos visiteurs et permettre ce qu'on peut voir à l'écran. De récolter, le public peut récolter. Aux enfants, de récolter en saison, évidemment, leur propre sel. Voilà. À quelle saison, d'ailleurs, on récolte? Plutôt, c'est l'été, principalement. Alors, en temps normal, on commence à récolter, on va dire, normalement à partir du mois de juin. Bon. Cette année n'a pas été une année normale, ça ne vous aura pas échappé. On a fait très peu de sel cette année, on est tributaire du temps, on est considéré comme agriculteur de la mer de toute façon, donc voilà, très petite récolte cette année. Mais on va dire de juin jusqu'à septembre, voire c'est arrivé des fois jusqu'au début octobre, quand les températures baissent, notamment la nuit par exemple, on n'a plus assez de chaleur après pour produire du sel. D'accord, donc c'est à la fois une visite évidemment de ces salines, mais il y a aussi quelque chose de pédagogique à travers ça, d'historique. Vous faites un petit tour d'horizon de ce que représente l'histoire du sel dans la région. Exactement, dans la région et puis à travers les époques, les Gaulois, les Romains, ainsi de suite, la Gabelle, et on a tout un système qui a été mis en place de jeux d'énigmes pour les enfants qui leur permettent de découvrir aussi de manière ludique en fait l'histoire du sel. Donc on a sur un site Natura 2000 Oui, tous les sites dont on parle sont très attachés à la protection de l'environnement et à préserver cette biodiversité dont on parlait tout à l'heure tous les deux. Merci Thomas. On reparlera un petit peu aussi à nouveau de vos activités. On va maintenant évoquer les trésors de la Vendée et les trésors que vous aimez en Vendée et dont vous allez nous parler tout de suite.
Très bien. Alors, la Vendée, ce sont ses marais, évidemment, aussi. On en a parlé, ses spécialités gastronomiques à travers le vin, on le verra tout à l'heure, mais aussi les digestifs, les eaux de vie et liqueurs. Mais c'est aussi, évidemment, les coups de cœur de nos invités qui vont nous intéresser, parce qu'on connaît énormément le littoral en Vendée. C'est la partie la plus visitée, certainement, du département. Mais il y a aussi des petites pépites que nos invités vont nous mettre en avant. Alors Sylvain, toi tu as choisi quel endroit? Quel est ton endroit coup de cœur en Vendée? Alors mon coup de cœur, ça a été l'abbaye de Maizet. C'est proche de l'embarcadère de l'Autise. Donc c'est vraiment une abbaye du Marais Poitevin. C'est une abbaye bénédictine du Xe siècle qui a été érigée sur une butte calcaire, une ancienne île du golfe des Pictons. Et de là-haut, ce qui est très intéressant, même encore aujourd'hui, bien que ce soit une abbaye en ruine, c'est qu'on peut encore monter sur une des tours qu'on voit derrière, là-bas. Et quand on est là-haut, on a une magnifique vue sur le Marais Poitevin avec plusieurs spécificités. On a tout le marais desséché et on a également une grande bande de marais mouillés. Donc les deux grands marais qui composent Enfin, il y en a d'autres bien sûr, mais c'est les deux principaux qui composent le Marais Poitevin. Et là, on a vraiment une vue magnifique de tout ce milieu-là. Bon, c'est un très bel édifice, on le voit, qui est très beau vu d'en haut. Alors soit on sait voler, soit on s'accroche à un drone, ou soit on monte sur cette tour pour pouvoir en profiter. Maizet propose aussi, je crois, un marché de Noël très réputé, très visité, et un spectacle son et lumière l'été d'ailleurs. Merci pour ce coup de cœur. C'est un très bel endroit que je connais. Luc, toi, tu as choisi quoi comme lieu coup de cœur? C'est un pas de côté. C'est un pas de côté. On quitte le Marais, on va sur un territoire tout proche, tout près de Challengois. On va à Premont. À Premont, on est sur la rivière de la Vie, on est un petit peu dans l'intérieur des terres et le relief commence à s'élever. C'est une vallée qui est bordée de quelques petites falaises rocheuses. C'est un petit monde un peu incroyable. Okay. Et le village d'Apremont, petite cité de caractère, un château absolument incroyable on le voit derrière à aller découvrir. Et voilà, oui, c'est très chouette de pouvoir aussi se dire, et ça c'est vraiment la spécificité vendéenne, de se dire mais on n'est pas tout seul, allez aussi voir nos voisins, allez aussi voir les territoires d'à côté. Il y a plein de pépites à faire découvrir aux visiteurs. C'est bien, tout le monde tire dans le même sens pour mettre en avant son département. Et puis il y a du patrimoine, pas seulement naturel, même si on en a toujours un peu, parce que je crois que c'est Thomas qui va nous parler, lui, d'un lieu encore de nature. Voilà, ouais, un lieu auquel je suis attaché. Alors, j'ai commencé aussi il y a très longtemps dans la voile, un peu comme Benjamin. J'étais moniteur de voile au tout début, mais après, très vite, j'ai changé un petit peu d'activité. J'ai pas trop le temps de faire de la voile, donc je suis allé un peu plus côté nature et voilà, les courses nature. Et j'ai découvert le lac du Jaunet, ici en Vendée, où on peut tourner autour du lac dans un lieu, une réserve d'eau, d'eau douce pour le coup. Où on peut très vite se dépayser, on va dire, autrement qu'à la mer, en fait, dans les terres, très proche d'ici, à l'Aiguillon-sur-Vie, exactement. D'accord, voilà. C'est très bucolique en tout cas. Voilà, voilà. On apprécie les images qu'on voit. Benjamin, juste un endroit, brièvement. Toi, quel est ton endroit coup de cœur en Vendée? Si je dirais l'île-Dieu, je vais tricher un peu, mais non, écoute... moi, depuis quelques années, depuis qu'on s'est installé à Port-Bourgeonnet avec mon frère, c'est vrai qu'on découvre un peu les environs aussi. Et j'ai un vrai coup de cœur pour toute l'anse du Veillon et l'arrivée ensuite sur la Guittière, qui est un petit port ostréicole sympathique dans lequel on peut profiter. Et souvent, tu vois, à cette heure-ci, le dimanche, on aime bien y être justement. D'accord, on voit d'ailleurs des images de ce lieu, je crois, dans le générique de l'émission, si je ne dis pas de bêtises. On va à présent poursuivre notre émission et on va justement retrouver Benjamin pour l'expérience Vendée que tu as vécue, cette expérience que tu as vécue au domaine viticole de Jérémy Mourat. Bon, je crois que c'est là. Bonjour. Bonjour. Benjamin. Bonjour. Thierry. Enchanté. Enchanté. Bonjour. Et merci de nous accueillir ici. Donc du coup, petite escapade dans les vignes avec des petits points d'intérêt, donc des panneaux qui vont expliquer évidemment tout notre terroir, territoire, cépage, au kilomètre 13, petite halte, pique-nique au moulin. Surprise quoi. Ok, on a hâte de découvrir ça. Ouais.
fameux moulin blanc. On a la belle surprise du Moulin Blanc. Non, on a un sacré point de vue là. Après vous. Hop là. Ça va galérer. Hein. Ouais. Puis là, c'est paisible. Hein. Oh, c'est clair, il n'y a pas un bruit. Ouais. C'est bien avant un Vendée Globe. Ouais, je fais tout seul aussi. Mais... bah, c'est chouette quand même, toute la préparation. On a eu 2 ans. On a fait quand même pas mal de courses. On a fait des courses. Hein. Ouais. Non, franchement, moi, je me sens plutôt bien pour partir. Je pense que l'équipe a bien bichonné le bateau aussi. Non, je me sens plutôt bien quand même. Tu vas bien amener un petit peu de vin Moura à bord, non? Pour le Vendée Globe. On cachera une petite fiole quand même pour les fêtes. Ouais, c'est la course. Hein. Mais oui, mais c'est Noël et Nouvel An aussi. Ça se fait. Oui. Ouais, mais je vais essayer de rentrer tôt à la maison quand même. Bonne réponse. On va aller faire un petit tour dans les caves, hein, on va aller faire une petite visite des installations, puis on va faire une petite dégustation à suivre. Ah bah écoute, avec plaisir. Allez, on te suit. Là, on rentre dans le chai historique des vignobles Moura. C'est Jean Moura qui a évidemment, il y a 50 ans, la pile poil, là, en 1974, qui est venu s'installer ici. Et il a commencé avec ce chai-là. La maison Moura aujourd'hui, c'est 167 hectares de vignes quand même. Ouais, donc l'agriculture biologique, la biodynamie, qui est notre créneau aujourd'hui. Au Vendée Globe. Ouais, bah merci, c'est sympa. Ouais, et avec grand plaisir que je vous offre cette belle bouteille qui, j'espère, va voyager, va traverser bah écoute, peut-être, les océans. Je venais de dire à Mathilde juste avant que j'allais pas emmener de vin, mais j'ai plus le choix maintenant. Ah, t'as plus le choix maintenant, donc tiens, c'est avec toi. Eh ben, merci beaucoup Thierry, c'est un beau cadeau. Merci encore pour ton accueil ici. Ouais, merci. Tu nous as fait découvrir un bel univers. Merci. Merci beaucoup. Merci, ouais. Bien, merci à Jérémy Moura de nous avoir accueillis et de t'avoir accueilli surtout. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette découverte? Écoute, c'était un moment assez incroyable parce qu'on pensait aller passer 2 heures là-bas et je crois qu'on y a passé la journée. Parce que c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, en Vendée, on a l'habitude aussi quand même d'être beaucoup sur le littoral. Moi, clairement, je suis très souvent sur le littoral et là, on est rentré un peu dans les terres et on allait découvrir un univers qui est complètement pas le nôtre. Et en fait, on a été, avec Mathilde, ma compagne, et Sanka, le petit toutou, on a été complètement dépaysés pendant toute une journée et on a passé un moment incroyable, hors du temps un peu pour nous. Et du coup, voilà, ça a été très ressourçant, c'était hyper paisible. Et on a pu aussi découvrir l'univers du vin. On a pu voir que de ce point de vue-là, on pouvait voir jusqu'à La Rochelle quasiment. Et c'était en fait des petits joyaux qu'on peut trouver comme ça en Vendée et qu'on n'imagine pas. Et pourtant, c'est à 1 heure de chez nous, tu vois. Oui, la vigne vendéenne fait partie des paysages très connus de la région. Tu es amateur de vin, toi? Oui, tout à fait, ouais. Plutôt vin rouge. Plutôt vin rouge, bien. Alors on a accueilli, pendant qu'on te regardait arpenter les vignes, on a accueilli François Richard. François, tu es maître de chai pour la Maison Moura, le domaine. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer brièvement ce que représente le domaine? Alors en quelques mots, les vignobles Moura sont un domaine familial qui existe depuis 1974. Donc aujourd'hui, le domaine représente environ 150 hectares en bio, dont 30 hectares en biodynamie, donc toujours dans l'optique de respecter l'environnement au maximum. Et voilà. Ouais. D'accord, je crois que vous êtes passé en bio, vous avez été un des premiers. Hein, oui, 2007, ouais. 2007, hein, oui. C'est ça, donc vous étiez déjà précurseur de cette pratique, bravo. Qu'est-ce que c'est qu'un maître de chai pour ceux qui ne connaîtraient pas l'activité très importante de l'élaboration du vin? Alors, un maître de chai, en quelques mots, c'est la personne qui est responsable de la réception de vendange jusqu'à la mise en bouteille. Donc cela passe par des assemblages, la dégustation, qu'on fait très régulièrement pour vérifier l'état du vin, l'évolution du vin. Donc voilà. D'accord, oui, très bien. Très bien. Quels sont
on va dire pas spécialités, mais en tout cas les appellations les plus connues, parce qu'on parle des fiefs vendéens. Oui. Alors c'est quoi? C'est une appellation? Qu'est-ce que c'est en fait? Les fiefs vendéens, c'est une toute jeune appellation qui existe depuis 2011 seulement. Donc c'est très très récent comparé aux autres appellations en France. Et cela a vraiment permis de valoriser notre savoir-faire qui existe depuis des décennies. Et ça a permis de le valoriser au niveau, vraiment au niveau local, national et voire même à l'export. Alors en dehors évidemment de votre activité dans la vigne, je sais que vous avez, donc on l'a vu, fait un petit peu un pas de côté avec le no-tourisme. Quels sont d'ailleurs ce que vous proposez comme activité ou alors choses à visiter? Alors, nous proposons des circuits dans les vignes, donc à vélo, pardon. À vélo aussi, d'accord. Voilà. Oui, donc tu n'as pas été si sportif que ça, toi, sur ce coup-là. Hein. Non, et écoute, normalement, on était censé ne pas avoir le temps, donc... Ouais, bon, ça passe pour cette fois. Oui, pardon. Oui, alors on propose des circuits à vélo, donc en voiture électrique, avec un pique-nique au moulin, donc autour des vignes, donc c'est assez sympa. Et suite à cela, on propose la visite des chais. Suivi d'une dégustation de l'ensemble de nos cuvées. D'accord. Et on peut également proposer un verre. On a créé un bistrot il y a quelques années. Très bien. Donc pour partager de bons moments entre familles, entre amis et en famille. Alors j'ai vu des chevaux sur les images. C'est des chevaux pour le labour ou c'est des chevaux pour la balade? Comment? J'ai vu des chevaux. Les chevaux, alors non, c'est en annexe. C'est en annexe, Voilà. D'accord, très bien. Merci pour ça. Si alors, je peux me permettre, oui, j'avais une petite question d'ailleurs. En les découvrant là-bas, là, j'ai eu vraiment un accueil de dingue et j'ai senti la passion, comme quand moi on me parle de bateau, si tu veux. Là-bas, j'ai senti une vraie passion chez eux et notamment chez Thierry là-bas qui nous a reçus. Et c'était un moment... Ouais, j'ai l'impression d'être rentré vraiment chez lui et qui m'a ouvert la porte. Et puis en plus, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est tout le travail dans le respect aussi de l'environnement, de la nature, de tout ce qu'il y a autour. Et on sentait bien que voilà, il y a des belles années, il y a des moins belles années, etc. Et ils arrivent à vivre avec et à s'adapter à ça. Et on a fait pas mal de parallèles entre ce que nous on vit en mer et ce qu'eux peuvent vivre en tant que vignoble, quoi. Exactement, et puis c'est vrai que je le disais tout à l'heure, nos invités, ceux qui sont avec nous aujourd'hui, ont vraiment cette conscience de vouloir protéger cet environnement qui est si précieux, qui est aussi ce qui nous permet d'apprécier les paysages, les trésors, non seulement du littoral, mais surtout de l'arrière-pays vendéen. Et ça, c'est une chose très importante, on vous en remercie. J'entendais dans le reportage que tu disais que tu prenais, parce qu'on tu obligeais un petit peu une bouteille. J'ai vu charger plusieurs caisses tout à l'heure sur ton bateau. Qu'est-ce que tu emmènes en vrai, en fait? Tu as prévu d'en emmener ou pas? Non, en réalité, c'est vrai que nous, à bord de nos bateaux maintenant, qui sont quand même de plus en plus violents au niveau des chocs, etc., le verre est quand même interdit à bord. Donc, oui, carrément interdit. Ouais, pas interdit, mais on se l'interdit. Oui, parce que c'est vrai que c'est vraiment compliqué pour nous d'avoir des trucs un peu fragiles, tu vois. Même avant, d'habitude, à bord de mon bateau, j'aime bien emmener des œufs, par exemple. Et là, je sais pas si je vais pouvoir en emmener parce que c'est un grand risque de les casser quand même. Bon, après, on peut toujours transvaser les liquides dans des contenants qui ne se cassent pas. C'est un manque de respect, ça, après. Un manque de respect, oui. Enfin, quand tu passeras le Cap Horn, peut-être que ça te fera plaisir de prendre un petit verre, ne serait-ce que pour Noël ou le jour de l'an, parce que tu te retrouves seul pendant ces moments-là. Après, quand j'aurai passé le Cap Horn, je me dis que je peux attendre encore un petit mois pour rentrer à la maison et en profiter avec des amis. C'est d'autant mieux. D'accord, merci. On va tout de suite jouer, si vous êtes prêts. Est-ce que vous avez scanné vos QR codes? Alors, c'est le moment du jeu. Alors, on va jouer donc ce quiz qui est réservé aux adultes. Hein, et les enfants, évidemment, et adolescents peuvent participer s'ils sont en famille. Vous qui jouez, qui êtes chez vous, pardon, vous pouvez jouer également, mais les lots seront donnés évidemment aux personnes présentes aujourd'hui. Et la dotation est très importante. Donc, je vous demande sur vos flyers de bien saisir le code du jeu qui est le VG 2710. Voilà. Et donc, on va vous poser quelques petites questions. Donc parmi les lots du jour, je peux Regarde ce que j'ai retrouvé sous ton bureau, Jérôme. Là. Ah, fais voir. Ah, mais ça m'étonne que tu n'en aies trouvé qu'un, surtout. Je crois que François nous a préparé quelque chose. Alors il y aura, offert par la Route du Sel, 10 balades canoë sympas pour 2 personnes, une autre balade canoë en soirée,
également pour 2 personnes. Les Salines proposent 10 entrées enfants pour la visite du parc d'aventure du Sel. On a 2 balades à vélo également donc dans le vignoble Moura et 2 visites pour 2 personnes dans la distillerie Vrignot. Michael nous a quittés, mais on le retrouvera tout à l'heure. Et puis l'embarcadère de l'Autise, donc nous propose 3 balades en barque au lever du jour. Je crois que c'est une des balades les plus prisées chez toi, Sylvain, au cœur du Marais Poitevin. Voilà, donc beaucoup de jolis lots et bien sûr en connexion avec la nature, parce que c'était le but de cette émission au fil de l'eau. Première question, est-ce que vous êtes prêts ? Oui, c'est pas un oui très massif, mais bon. Quel est le nom de l'embarcation qui permet au groupe, on en a parlé avec Luc tout à l'heure, de naviguer sur les grands étiers et qui permet au groupe et notamment à certaines populations, on va dire donc aux personnes handicapées notamment ou à mobilité réduite de pouvoir profiter de ce lieu? Ça marche pas, on me dit que ça marche pas. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça marche pour personne? Est-ce qu'il y en a pour qui ça marche? Non, ça ne marche pas. Mince. Alors, on va être obligé de l'offrir à tout le monde, hein. C'est très embêtant. C'est très embêtant. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, chers amis? Dites-moi. Vous allez tous gagner. Bah, vous êtes très nombreux sur les barques, hein. Ça va pas être très. La sécurité ne sera pas respectée. Alors, on va réessayer. On me dit de réessayer. Vous avez bien fait le VG 2710, hein? Tout le monde, ok? Est-ce que vous avez les questions qui s'affichent avec les propositions de réponse? Non, très bien. Ben, je suis ravi que ça tombe sur moi, ça a très bien marché les jours précédents. Je ne sais pas quoi faire, on va faire peut-être un tirage au sort manuel. Ah, on va reprendre la première question, on me dit dans l'oreillette. Alors, quel est le nom de l'embarcation qui permet au groupe de naviguer sur les grands étiers de Salertaine, là-bas, dans le Marais breton vendéen? Donc il y avait le pédibus, le canot-car ou le canobus dans les propositions. Toujours rien? Ça bug. On me dit ça bug. Bah, je suis bien embêté parce qu'il y avait des très jolis lots. On va se débrouiller autrement peut-être après l'émission pour pouvoir vous permettre quand même de jouer et de gagner. On va faire ça à main levée ou je sais pas, ou on tirera la courte paille, on va se débrouiller, vous inquiétez pas. Donc on va enchaîner alors avec Simon. Simon qui va nous parler de sa recette de produits. Oui, c'est ça, hein, oui. Alors Simon, eh bien, je viens te voir. Oui. Tu nous présentes un petit peu ta recette. Tu es en plein dressage. C'est ça. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Comment s'appelle cette recette, ce plat? Alors ce plat, on est parti sur l'idée de la moule frite qu'on mange sur la côte l'été. Ok. On s'est dit on va partir sur un plat simple. Sauf qu'on l'a modifié un peu. On est parti avec des pommes de terre de Noirmoutier qu'on a cuisinées comme un risotto. Mmh. Donc on les a coupés en brunoise, en petits cubes. Oui. Après on les a fait suer avec échalotes, déglacés au vin blanc et mouillés avec un bouillon de légumes. Très bien. Et fini avec le jus des moules qu'on a ouvert en marinière et avec un peu de mascarpone et de parmesan. Donc déjà, c'est très élaboré, ne serait-ce que pour cette petite partie que tu appelles le risotto de pommes de terre. Alors, vas-y, donc, le dressage, comment tu vas t'y prendre? Alors là, on va venir mettre notre risotto de pommes de terre, justement. Ce sont des moules de la Baie d'Aiguillon, j'imagine. Oui, hein. moules de Bouchot, de chez notre producteur. Alors François qui est avec nous, maître de chef. Et François, avec quoi tu associerais ce plat, toi? Avec quel vin? Pardon. J'associerais volontiers ce plat avec le Clos Saint-André, qui est un vin d'appellation. Donc, blanc? Blanc, hein, oui. Donc on est sur un assemblage de chenin et de chardonnay. Très bien. Et la particularité de la cuvée, c'est qu'il y a un élevage de 8 mois minimum en cuve ovoïde, ce qui va renforcer du gras et la structure. Cuve ovoïde, d'accord. En forme d'œuf de Pâques, oui. Il y a de la fraîcheur, du gras. Comme les gvervis qu'on trouve en Géorgie. Voilà, même c'est principe. Ça, exactement. D'accord, très bien. Bon, c'est une bonne idée. Alors,
Maison des Amis, Oui. c'est le restaurant que tu as ouvert avec ta compagne. C'est ça. C'était en 2019. Oui. Alors des amis, hein, c'est pas en deux mots. Non, c'est des amis, D-E-S-A-M-Y. D'ailleurs, pourquoi ce nom? C'était le nom du lieu? C'était au début, on était parti, on cherchait un nom de restaurant et on s'est dit, vu que souvent les maisons en Vendée, ils ont un nom, Ouais. on s'est dit on va le jouer simple comme ça, sauf malheureusement la maison n'avait pas de nom. D'accord. Et en fait, on a fait des recherches et on s'est rendu compte que le premier commerce qu'il y a eu dans cette maison était une horlogerie des amis. Ok. Donc c'était un peu un hommage au temps et au Oui, et vous la premier regardez propriétaire. le patrimoine dans sa filiation historique. C'est ça. Beau, c'est très beau. Alors C'est tu ça. es étoilé depuis 2023, je crois. Oui. Donc très peu de temps après l'ouverture du restaurant. Félicitations. Merci. Comment tu qualifierais ta cuisine? On a une cuisine, je dirais, de produits. On essaye de... On n'a pas une cuisine cérébrale, on va dire. On veut savoir ce qu'on mange. Donc Ouais. on va utiliser que 3-4 éléments dans l'assiette, en apportant des petites touches acides ou amères pour venir relever les plats. Ok. Et on a vraiment envie que les gens, quand ils viennent manger chez nous, quand ils mangent, ils se disent oui, ça c'est des moules, c'est de la pomme de terre. On va pas réfléchir à se dire. D'accord. Voilà un Alors peu tiens, je vais prendre une assiette. Alors, je ne sais pas vers quelle caméra, si je peux montrer ça. Si vous voulez regarder. Ah, on me dit de rester là. Alors je reste là. Oui. Je l'incline pour quelle caméra? Qui en veut? Qui en veut de ce risotto? Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Non? Non. A priori, non. On ne veut Ouais. pas me filmer. Je suis là. C'est le monsieur qui tire. Ah là. Je suis obligé de viser en fait. C'est original. Voilà, donc c'est très beau. Oui, donc là on a juste mis risotto de pommes de terre, on a ouvert les moules marinières Ces classiques. petites billes, c'est quoi? Et ça c'est un gel qu'on vient faire avec un vinaigre de mimosa. Donc on prend à la période des mimosas, quand ils sont en fleurs, on D'accord. vient juste ébourgeonner les mimosas et on va les faire macérer dans un vinaigre blanc classique. D'accord. Bon, On vient bon, faire un petit gel avec. Et après, Et pour tu- rappeler le côté... tu finis ton dressage avec des ouais. petites chips maison, j'imagine. C'est ça, avec les petites chips maison pour rappeler le côté moule frite avec le côté croustillant de la frite. Très bien. Et après, on vient amener un peu de Bon, je ne vous cache pas végétal. que c'est difficile à regarder seulement. Hein. Tac. Et après, on vient ramener un peu de côté végétal et floral. Pour, Avec, pour terminer le dressage c'est ça, en y mettant d'autres couleurs. c'est ça. Donc avec C'est un peu de- magnifique, c'est magnifique. Alors, je ne sais pas combien on est aujourd'hui, il te reste, je crois, 260 assiettes à préparer. Mais bon, ça va aller vite, hein, c'était Oui, un c'était pas spécialiste du prévu, coup de feu. On se retrouve juste après, on va déguster ça avec mes invités. Merci Simon, on peut l'applaudir. Alors j'ai une bonne nouvelle pour le public qui voulait jouer. À la fin de l'émission, on m'a dit que il était possible techniquement que ça avait été réparé, si je puis dire ça comme ça. Alors on va maintenant parler des moments marquants qui sont liés au Vendée Globe. Quel moment toi tu gardes un moment, juste en 10 secondes, le Vendée Globe qui t'a marqué? Pas forcément celui où tu as participé d'ailleurs. Écoute, ce qui m'a marqué, c'est quand même celui où j'ai participé. Et c'était l'arrivée. L'arrivée, c'était un moment complètement dingue parce qu'on a déjà du mal à être au départ en général. C'est Ouais. quand même beaucoup d'implications. Et du coup, d'être à l'arrivée, de partager ça avec toute l'équipe, les gens qui nous ont suivis, etc. C'était un moment complètement incroyable, quoi. Incroyable, d'accord. Alors je ne sais pas combien il nous reste. Quelle heure est-il? Est-ce qu'on a encore... Alors, je sais qu'il y en a un d'entre vous qui a eu une expérience assez incroyable. Je crois que c'est Luc, si je ne dis pas de bêtises, avec Pete Goss, c'est ça? Oui, c'est. Brièvement, est-ce que tu peux nous expliquer On est en 96, Ouais. c'est la préparation du VG de 96. Je suis en formation à l'ISO au Sable à ce moment-là. Un de nos collègues de formation file un coup de main à Pete Goss sur la fin de ses préparatifs. Et Pete Goss, à ce moment-là, il a un petit bateau, c'est encore la génération des petits bateaux, un petit bateau jaune absolument incroyable. Et ça nous permet de rentrer en contact avec Pete, qui nous accueille sur son bateau plusieurs fois, et d'avoir des échanges sur ce temps-là. Et là où il y a quelquefois comme ça des petits événements, ça semble complètement anodin quand on le vit, et puis ça commence à résonner quand, en pleine mer du Sud, Pete va sauver Raph Dinelli,
le récupère, le réembarque, et ça permet. Et il est reconnu, il reçoit la Légion d'honneur après ça. Effectivement, c'est ce monsieur d'une discrétion incroyable, d'une gentillesse absolument incroyable. On imagine les situations dantesques dans lesquelles ce sauvetage a pu se faire, et on se dit mais chapeau. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez plein de navigateurs du Vendée Globe. C'est la simplicité, ça arrive presque et une capacité à faire des choses complètement incroyables. Sur chaque édition, c'est vrai qu'on a souvent ça. D'ailleurs, Pete Goss avait fait, je crois, 2 jours, était revenu vraiment en recul de son parcours pour pouvoir affronter la tempête et sauver Raphaël, qui était sur un radeau de survie. Enfin, c'était absolument dantesque. Et c'est vraiment que ce sont des moments. Je sais que les marins sont très solidaires, ils sont dans la compétition, mais en même temps, voilà, la vie d'un homme est quand même plus important que la victoire. Merci pour ces anecdotes. Et puis on va finir parce que je sais que les navigateurs aiment écouter de la musique sur leur bateau. Est-ce que c'est ton cas déjà ? Oui, c'est mon cas. J'aime avant tout écouter mon bateau, mais j'aime aussi écouter de la musique dans le petit temps notamment. D'accord. On m'a dit que tu écoutais ce genre de musique. Il y en a qui reconnaissent le groupe IAM, les Marseillais, Petit Frère, c'est ça, notamment. Qu'est-ce que représente la musique quand on est seul en mer? Est-ce que c'est quelque chose dont tu as besoin tout le temps, de temps en temps, à des moments précis? Exactement, c'est vraiment à des moments précis parce que voilà, la musique, elle fait partie de notre ambiance finalement qu'on peut avoir à bord du bateau. Donc tu vois, moi je vais pouvoir écouter facilement tube Bob Marley parce que je suis un compétiteur, donc je déteste avoir le bateau qui est lent ou alors perdre du temps. Et dans des phases un peu compliquées, des fois j'ai du mal à rester calme. Donc des fois Bob Marley, ça me permet de me calmer un peu. Tu vois, comme ça marche bien. Exactement. Et après, suivant la dynamique qu'on veut donner à notre morale, et c'est vrai que la musique peut dicter ça, et la musique ça raconte aussi plein d'histoires, plein de choses, et du coup je trouve que c'est assez sympa de pouvoir écouter de la musique. Oui, c'est un bon compagnon, et puis ça peut remonter le moral aussi quand il est un peu au plus bas. Très très efficace pour remonter le moral. Ouais, je crois. Je vous remercie vraiment de nous avoir accompagnés, de nous avoir présenté vos activités et certaines parties du territoire qu'on connaît moins. Merci Simon, merci à toi Benjamin. On est derrière toi. On te souhaite évidemment, on croise les doigts, on dit merde. Moi je dis merde, un gros merde. Plein de bonnes choses et surtout force et courage à toi et bon vent évidemment. Merci beaucoup, merci de nous avoir fait découvrir encore plus précisément le territoire, et merci à toi Jérôme pour ton temps, et merci à vous d'être venu. Avec plaisir, oui. Alors, on remercie évidemment ceux qui nous ont suivis de chez eux. Merci d'avoir été près de nous. Merci au public qui a été évidemment très patient et qui va pouvoir aussi s'adonner au jeu. Voilà, là ça va être la folie du jeu dans quelques secondes. Vous pouvez retrouver dès mercredi prochain, le 30 octobre, sur Vendée Live à nouveau, la 7e édition de cette émission, de ce numéro Expérience Vendée, qui sera animé par Alex Good et qui va vous parler de la Vendée, terre d'aventure familiale, en compagnie du skipper Manuel Cousin. Merci à vous tous, merci aux équipes qui ont préparé ça dans l'ombre et qui vous ont permis de découvrir une autre facette de la Vendée. Je vous dis à très vite, à Tiefette de Pâques, comme on dit par chez moi aussi, et à bientôt. Salut!